Bonjour et bienvenue sur Nexus, c'est le dernier magazine est en kiosque près de chez vous, n'hésitez pas à aller le trouver. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'informations alternatives dans toute la France, donc n'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, les cafés Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois de 14h à 18h au 14 rue de Pâté. Aujourd'hui, on va faire un entretien avec un invité qui va rester anonyme, il est en audio avec nous, on va l'écouter puisque nous allons du côté de la Provence et de Tarascon, où nous allons écouter ce témoignage d'un des salariés d'une usine qui est actuellement en danger. Fibre Excellence à Saint-Gaudens fait de la pâte à papier. C'est une des dernières industries de ce type en France et aujourd'hui, il souffre d'une donc liquidation judiciaire et du traitement habituel qu'il y a, c'est-à-dire que un investisseur capitaliste arrive et quelques années après va revendre ou délocaliser l'industrie. Et donc, on va écouter aujourd'hui ce qu'en pensent, ce qu'alertent les représentants du personnel dans le pays. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Nexus. Et voilà, on vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous souhaitez dire sur ce sujet? Bonjour, déjà, effectivement, merci pour le moment d'échange. Alors, c'est l'usine de Fibre Excellence Provence à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, Saint-Gaudens. Peut-être on nous rejoindra dans le même sort. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 29 juillet dernier. Tout simplement, ça veut dire le licenciement qui sont en cours des 270 salariés directs, mais au travers de nous, c'est effectivement toute la disparition complète de la filière bois-papier en France, via notre usine et très potentiellement celle de Saint-Gaudens dans quelques jours. Voilà, aujourd'hui, ce qui se passe suite à des choix politiques qui nous ont menés au jour d'aujourd'hui dans le mur. Voilà. Alors, expliquez-nous, voilà, comment est-ce que vous avez vécu la chose depuis? Est-ce que vous avez senti la chose venir? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Si on nous présente ça comme un système économique qui tient la route, etc., et ça fait 30 ans qu'on voit des cas comme ce que vous vivez aujourd'hui, qui est la même chose qu'ont vécu les salariés de d'autres industries dans les années 2000 ou les années 90. Donc, quel est votre sentiment aujourd'hui? Le sentiment, c'est un sentiment de gâchis, de dégoût, parce que les salariés se sont donnés. En 2021, il y avait déjà eu un plan social que pour l'usine de Tarascon, où les salariés avaient perdu des acquis sociaux, les accords d'entreprise avaient été détruits, il y avait eu des réductions de salaire, il y avait une restructuration, un PSE, quoi, un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle couramment, ce qui est en fait des suppressions de postes. Donc les salariés avaient déjà subi ça à Tarascon en 2021, en prétextant de sauver l'entreprise pour des années et des années, et puis on se retrouve là 5 ans après où finalement tout le monde est licencié, où la filière bois va disparaître, donc ce qui est quand même une catastrophe avec les incendies qui se passent actuellement, avec les périodes de sécheresse. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bois qui ne sera pas coupé, qui a été traité par nos usines? Voilà, donc c'est un système qui effectivement rend miséreux tous les gens qui travaillent et qui subissent, qui le subissent. Qu'est-ce que peuvent proposer les syndicats dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des recours ou est-ce qu'on est pris sur le fait, quand on essaie de négocier avec l'entreprise et le propriétaire, et ils ne veulent rien entendre? Comment sont les négociations? Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'actionnaire, de toute façon, il avait plus envie de travailler avec nous. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, hein. C'est pour ça que depuis le mois de janvier, nous, on avait été informés par notre direction locale que l'activité allait s'arrêter. Il fallait trouver des solutions. Ça aurait pu être possible, hein, de trouver des solutions, parce qu'on a fait de nombreuses réunions avec le ministère de l'économie à Bercy, avec le ministre de l'Industrie, Monsieur Martin. Il y a eu toute une série de réunions, plus d'une dizaine, où des solutions se sont dégagées, hein. On a même parlé, nous, de nationalisation temporaire, ce qui aurait pu donner le temps nécessaire pour permettre de garder les compétences, le savoir-faire, évidemment les emplois.
pour continuer cette activité-là de transformation de bois en pâte à papier, qui est, qui est, qui est quand même on va dire une industrie clé dans la souveraineté industrielle et dans l'autonomie nationale de notre pays, plutôt que de dépendre, comme on risque de le faire très, très prochainement, de pâte à papier qui viennent ou d'Amérique du Sud via le Mercosur, ou bien tout simplement de notre actionnaire, notre ex-actionnaire qui a monté son usine en Indonésie et qui fera venir sa marchandise depuis l'Asie. Et donc là, c'est encore un savoir-faire français, fermement, qui va se perdre. Là, c'est ce qu'on voit dans cette affaire. C'est une des dernières usines de pâte à papier en France. C'est ça, finalement. On va encore perdre quelque chose puisque économiquement, ça ne tient plus. Ben là, ce qui va se passer, c'est que oui, on va dépendre maintenant de l'étranger. Si on disparaît effectivement complètement, il y a toujours une possibilité de pouvoir récupérer l'outil industriel et les compétences. Mais au plus on attend, au plus ça sera compliqué. Mais si on n'a plus cet outil-là en France, ces outils avec les usines de Saint-Gonesse, ce qui est sûr, c'est que oui, on perd au même titre que l'acier avec ArcelorMittal, si on peut faire une comparaison, hein, on va perdre la production nationale de pâte à papier. Voilà, tout ça parce qu'effectivement, la gestion de l'entreprise a été confiée à un actionnaire indonésien qui n'en a que faire de la souveraineté nationale d'un pays comme la France. Voilà ce qui se passe. Et à l'époque, vous l'aviez, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette industrie, mais est-ce que vous aviez senti le truc quand cet actionnaire indonésien est venu? Est-ce que justement il y avait des Français qui s'étaient positionnés ou des Européens pour essayer justement d'apporter autre chose comme, voilà, et historiquement, qu'est-ce que vous avez vu venir? Bah, on pouvait se douter que de toute façon, comme je viens de le dire, l'étranger, voilà, forcément, il n'a pas cette notion-là de faire, comment dire, de garder l'autonomie d'un pays. Après, on pouvait s'y attendre, hein, comme dans n'importe quelle industrie qui est détenue par un actionnaire étranger. Voilà. Mais après, c'était surtout des décisions politiques actuelles, hein, et aux décisionnaires plutôt politiques de prendre les bonnes mesures et pas de laisser filer toute l'industrie, la grosse industrie lourde, pour permettre tout simplement d'avoir sa souveraineté dans un contexte mondial qui est compliqué à l'heure actuelle. C'est quand même relativement important d'avoir cette autonomie-là. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ça, c'est mis en difficulté sur la pâte à papier, mais sur d'autres industries. Voilà. Il n'y a pas que nous, malheureusement, qui sommes concernés par cela, effectivement. Tout à fait. Et justement, alors, qu'est-ce que vous, en tant que donc humainement, alors déjà parlez-nous un petit peu du climat humain. Comment se sentent les salariés qui aujourd'hui sont lésés et sont mis sur le carreau. Voilà, comment est ce climat humain aujourd'hui? Le climat social, le climat humain, il est extrêmement dégradé, puisque comme j'en ai rapidement évoqué tout à l'heure, donc en 2021, on avait subi donc des grosses pertes de salaire, d'effectifs, de compétences. Donc ça a été très compliqué depuis cette époque-là de faire tourner la boîte. Malgré tout, on y est arrivé. On a même battu des records de production là, avant le plan de janvier là, de redressement. Donc on était vraiment sur des records de production. Malgré tout, les problèmes de conditions de travail, de souffrance au travail qu'on pouvait rencontrer depuis 2021. Ce qui se passe, c'est que là, effectivement, on est un peu floué, quoi. Il y a vraiment ce sentiment qu'on est jeté dehors comme des vulgaires, comme des malpropres. Hein. On n'a plus besoin de nous. En 2020, pendant la crise du Covid et du confinement, nos usines tournaient en plein régime. Hein. À l'époque, on nous disait même qu'on était indispensable à la survie de la nation. Au jour d'aujourd'hui, on est licencié comme ça, on est abandonné, livré à nous-mêmes, on n'a plus de direction locale, ou très peu, plus personne ne répond à nos demandes. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est les salariés eux-mêmes qui assurent la sécurité toujours du site industriel, parce que le site, il n'est pas sécurisé.
au sens où il était prêt à redémarrer, hein. Donc, il y a des installations qui fonctionnent, des installations minimales de sécurité qui fonctionnent toujours. Mais ce qui va se passer, c'est que malgré qu'on soit en passe à être licencié, on a toujours besoin de nous pour assurer la sécurité. Voilà. Donc ça, ça rajoute de l'incompréhension au climat délétère actuel et de ce sentiment d'abandon total par l'actionnaire, mais également par les gouvernements et par l'État. Et justement, alors ceux qui vont expliquer sur les plateaux de débat sur l'économie et le système économique, ils vont dire oui, mais bon, donc c'est le système néolibéral qui est comme ça. C'est triste pour les salariés, mais finalement voilà, c'est un peu, on a le sentiment dans les débats publics que c'est un peu le jeu du système actuel qui fait comme ça que bon, bah, une entreprise marche, alors on va embaucher des salariés, mais ensuite on peut les licencier comme on veut. Et puis finalement, ils sont licenciés, mais ils ont des droits, donc ils ont assez de droits en France. Pas se plaindre. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce système économique qu'on nous vend? Bah, ce système à l'heure actuelle, clairement, il met les gens dans la détresse, hein. Quand on voit que on peut être licencié de cette façon-là et que derrière on a certes des droits mais qui se rabougrissent au fil des années qui passent parce que les gouvernements successifs n'ont pas hésité à couper dedans, hein, que ce soit pour la retraite mais également que ce soit pour les droits au chômage et qui ont été réduits là, dernièrement. Euh, voilà, c'est pas des solutions. Et puis de toute façon, le licenciement lui-même, surtout sur des industries importantes comme celle-là, franchement, que ça se produise de cette façon-là, c'est franchement inacceptable. Voilà. Donc, moi, j'insiste bien sur le rôle du politique là, qui aurait dû reprendre la main, de quoi qu'il en soit, pour nationaliser ou pour trouver une sortie de crise à cela. Après, de façon générale, oui, de toute façon, on voit bien avec le taux de chômage qui, à l'heure actuelle, remonte, que ce qui est fait politiquement, c'est pas, de toute façon, ça fonctionne pas. Voilà. Ah oui. Oui, donc ça, c'est la solution que vous auriez aimé voir, ce serait voilà, renationaliser ou alors aussi qu'un investisseur français puisse, comme on voyait que M. Pigas hésitait ou essayer de négocier pour reprendre aussi l'industrie. Oui, tout à fait. La solution la plus simple, ça aurait été la nationalisation temporaire, comme ça avait été demandé au ministre de l'Industrie, que c'est toujours demandé d'ailleurs, ou que ce soit au président de la République et au Premier ministre. Seulement, ça n'a jamais été, ça n'a pas encore été mis en œuvre. C'était la solution en attendant de trouver quelqu'un, puisque ce qui se passe, c'est que il semblerait que le gouvernement ne trouve personne pour mettre en place un industriel qui soit capable de reprendre. Donc, ça nous aurait permis déjà de gagner du temps et de conserver le savoir-faire et les compétences. Maintenant, est-ce que le gouvernement a vraiment cherché quelqu'un pour reprendre les usines? Bon, on peut aussi se poser la question parce que quand on voit comment ça se passe, on peut aussi remettre cela en doute, hein. On n'est pas sûr que tout a été fait, tout le nécessaire a été fait pour retrouver un industriel sérieux, papetier, pour reprendre les usines et de Tarascon et de celle de Saint-Gaudens. Et alors, au niveau des politiques locales, voilà, on a rencontré, on a eu au téléphone certains des acteurs locaux. On comprend qu'il y a quelques dissensions. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce que vous avez vu avec voilà, les politiques locales qui veulent soutenir les salariés comme vous? Alors, au niveau des politiques locaux, ils ont tous été sensibilisés, hein, du maire au président de région, en passant par le département et par la communauté d'agglomération. Ils nous soutiennent, voilà, ça c'est en tout cas ce qu'ils ont écrit. Maintenant, bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils peuvent faire de plus. C'est sûr que cette industrie-là, ça relève directement de décisions gouvernementales, hein. Donc, les politiques locaux, malheureusement, ont peu de leviers d'action là-dessus, à part nous soutenir, éventuellement faire ce que n'a pas fait le gouvernement, c'est-à-dire trouver des repreneurs.
voilà, leur rayon d'action est relativement limité pour ce genre d'entreprise. Maintenant, les conséquences sur la population et sur les collectivités locales, c'est eux qui les subiront, évidemment. Oui, donc c'est ça, c'est à vous entendre, c'est très intéressant de parler de ça avec vous, si on comprend on est face à un système qui est complètement impuissant, qui à la fois laisse les salariés, les ouvriers, comme vous avez dit tout à l'heure, en détresse, mais qui en plus, ni les politiques locales ne peuvent rien faire, ni les acteurs privés comme Monsieur Pigas qui s'était positionné ne peuvent rien faire. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui, les ouvriers français sont en prise avec un système économique qui ne tient plus la route finalement. C'est un peu, oui, c'est ça, effectivement, hein. S'il n'y a pas le politique de premier plan, le gouvernement, hein, voilà, qui prend les bonnes décisions pour la population, et bien effectivement, on se retrouve dans cette crise-là. Ouais, c'est ce qui se passe en fait, hein. Mais encore une fois, je veux dire, il y a des possibilités de faire, hein. Faut-il que nos gouvernants prennent les bonnes décisions, voilà, d'une façon ou d'une autre, hein. Ce qui n'a pas été fait pour Fibre Excellence. Mais quelle bonne décision ils pourraient faire? Parce qu'on voit que les nationalisations, ils ne veulent plus du tout en faire depuis, voilà, il y en a plus depuis maintenant plusieurs décennies. Comment est-ce que, voilà, quelles pourraient être les bonnes décisions cohérentes? Parce qu'on voit que dans le système là, a priori, ils ne voudront plus nationaliser. Bah, il faut savoir ce qu'on laisse au pays, hein. Dans ce cas-là, si on laisse un désert, je ne sais pas ce qui restera. Plus rien, plus personne. Là, ça dépasse un peu mes compétences. Effectivement, il faut du travail industriel. Il n'y a pas le choix, hein, comme il faut de tout, hein, pour faire un monde, de toute façon. On a aussi besoin d'industrie. Alors, est-ce que ce système-là est bon? Certainement pas. Est-ce qu'on peut le modifier? Probablement. Mais en tout cas, dans le système actuel, il y a des solutions à mettre en œuvre, dont la nationalisation, hein, qu'elle soit temporaire ou non. Mais déjà, la nationalisation temporaire aurait permis déjà de ne pas perdre ce savoir-faire-là, ce qui est en train de se passer. Je comprends bien, je comprends bien. Très intéressant comme entretien. Est-ce que vous voulez rajouter un élément, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ce matin? Alors, juste, c'est quand même pas rien, mais c'est un élément de sécurité, c'est que là, à l'heure actuelle, donc le 28 août, il n'y a plus de salariés, c'est 28 août à 13h, il n'y aura plus de salariés qui assurent la sécurité du site, qui est un site Céveso, c'est-à-dire site avec des dangers majeurs. Visiblement, le mandataire liquidateur, je ne connais pas encore exactement ce qu'il a derrière la tête. Il semblerait que malheureusement, pour l'instant, il n'y ait rien de prévu. Mais les installations, on ne peut pas les laisser sans surveillance, hein. Même si y a une entreprise extérieure qui vient et qui est spécialisée dans la gestion et le retraitement des déchets, c'est pas lui qui va assurer la surveillance du site et qui pourra intervenir en cas de problème, notamment de départ de feu et d'incendie. Donc là, il y a une véritable inquiétude là-dessus, c'est que donc, l'usine est prête à redémarrer, hein. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire avec tous les risques que ça comporte. Et le 29 août, ces risques-là n'auront pas disparu. Voilà. Sauf qu'il n'y aura plus de salariés pour maintenir la sécurité. Donc là, il y a une véritable alerte qu'on lance, qu'on a lancé, mais qu'on lance encore, hein, que ce soit au niveau du préfet, mais également au niveau des régions, qui comprennent bien que leurs populations seront probablement en danger à partir du 29 août. Voilà, parce qu'un site industriel sera laissé sans aucune surveillance et sans aucune compétence, qui sont détenues exclusivement par les salariés pour ce site-là. Donc là, ce que vous nous dites, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un site qui est sensible au niveau de la sécurité, où on va complètement laisser il n'y aura plus de salariés, tout le monde sera mis en disponibilité et il n'y aura plus personne pour surveiller et protéger finalement cette usine.
C'est un peu c'est la grille de lecture que je fais à l'heure actuelle de la situation. S'il n'y a plus de salariés et que c'est uniquement une entreprise extérieure qui n'a pas les compétences pour gérer un site, pour piloter un site, même si c'est que quelques installations, ça paraît compliqué, oui, effectivement. En tout cas, on nous a pas rassurés, nous, de ce côté-là, et les questions qu'on pose n'ont pas permis d'avoir la réponse adéquate. Voilà, donc pour l'instant, il y a une interrogation. Peut-être que ça va changer d'ici la semaine prochaine, mais à l'heure actuelle, des éléments qu'on a, il n'y a pas de solution visiblement sûre qui se dégage. Voilà, j'espère me tromper, mais la meilleure solution, ça serait la reprise d'activité avec les salariés qui maîtrisent et qui ont la compétence des installations du site et des dangers. Voilà. Bon, on espère de tout cœur effectivement que tout se passera de la meilleure des manières et effectivement, on espère pouvoir voir des solutions arriver puisque après 40 ans de délocalisation, ça devient, quand est-ce que les citoyens et les politiques vont pouvoir se réveiller contre un système qui je trouvais que c'était la bonne formule, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un système qui met les gens en détresse et c'est un système qui en même temps, on le voit bien dans cet entretien, où tous les autres acteurs que le gouvernement et effectivement sont impuissants pour protéger et pour s'entre-protéger, quoi, finalement. Merci en tout cas d'avoir pris le temps là-dessus. Et quelles sont les prochaines actions qu'on peut suivre sur ce sujet de votre part? Alors, les prochaines actions, pour l'instant, on est en train de les déterminer. Maintenant, effectivement, il est quand même assez fort probable que le 28 août, donc le jour de la fin du travail des salariés, le jour de leur licenciement, voilà, c'est possible qu'on fasse une action un peu plus médiatisée pour bien faire comprendre qu'il y a quand même des risques là sévères qui pourraient perdurer. Voilà. On va faire une opération médiatique. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire, mais en tout cas, voilà, on ne va pas aller en partir les bras croisés. Tout à fait. Bon, on suivra ça de très près. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir l'usine Fibre Excellence de Tarascon et d'aller leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin. Et merci encore d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez le partager sur tous vos réseaux. Et bien sûr, le dernier magazine Nexus, vous le voyez à l'écran, il est disponible en kiosque près de chez vous. Et plus vous vous abonnez, plus on peut mettre d'actualités alternatives dans toute la France. Et les cafés Nexus, tous les premiers samedis du mois de 14h à 18h, avec des cafés qui arrivent à Marseille, normalement à partir du 20 septembre. On reviendra vers vous très rapidement pour confirmer l'information. Merci encore à vous. À très bientôt.